Bon, allez, on va commencer. Chers collègues, je vous rappelle que nous sommes réunis pour étudier et rechercher les causes de la variation des écarts de prévision fiscale et budgétaire des administrations publiques pour les années 2023 et 2024. Et la commission s'est vu octroyer à ce titre les prérogatives d'une commission d'enquête. Cette audition obéit donc au régime des auditions d'une commission d'enquête telle que prévue par l'article 6 de l'ordonnance 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. De façon générale, le bureau de la commission a décidé que ces auditions seraient publiques. Les deux rapporteurs de l'enquête, M. Éric Ciotti et Mathieu Lefebvre, ont élaboré un questionnaire écrit qui a été communiqué aux personnes auditionnées, qui vous a également été transmis. Dans un premier temps, après avoir fait prêter serment aux personnes auditionnées puis avoir écouté leurs propos liminaires, moi-même ainsi que les rapporteurs poseront des questions. Les commissaires appartenant aux différents groupes pourront également poser des questions ensuite, si possible courtes, l'idée étant de laisser plus possible la parole aux auditionnés et le temps imparti pour chaque groupe, en théorie, est de 2 minutes, mais vu le nombre de personnes ici, il est évident que je serai plus généreux si les commissaires le souhaitent. Le président et les rapporteurs pourront, s'ils l'estiment nécessaire, procéder à des relances si les réponses sont insatisfaisantes. Je rappelle que notre audition est transmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement audiovisuel sera ensuite disponible à la demande. Monsieur François Ecal, que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir ici, et je vous remercie d'être là. Vous êtes conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Vous êtes également président de FIPECO. Et je vais vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Ecal, je vous invite à lever la main en ouvrant votre micro et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Monsieur François Ecal, vous avez la parole pour un propos liminaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie d'abord de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui devant votre commission. Je me permets d'abord de signaler que FIPECO est une toute petite association où je suis le seul à travailler, les autres membres ayant les fonctions d'un comité de lecture. Je ne suis donc pas sûr de pouvoir toujours répondre à toutes vos questions. J'ajoute que je ne représente pas le comité d'experts chargé par le ministre de l'Économie d'examiner les prévisions de finances publiques dont je faisais partie et que je m'exprime donc ici à titre personnel. De 1993 à 1997, j'étais le sous-directeur chargé des finances publiques de la direction de la prévision du ministère des Finances, fusionné depuis avec la direction du Trésor. Nous avions alors toujours deux jeux de prévision. Les prévisions techniques internes au ministère et les prévisions officielles dites normées. J'ai ensuite contribué aux audits des finances publiques demandés par le nouveau Premier ministre en 2002 et en 2012. Et j'ai constaté que cela n'avait pas changé. J'ai obtenu les prévisions techniques et celles-ci étaient très différentes des prévisions officielles. Au vu des informations publiées par l'Assemblée nationale et par le Sénat au cours de ces derniers mois, j'ai l'impression qu'il y a toujours deux jeux de prévision. Les prévisions officielles de moyen terme me semblent avoir toujours été normées et construites pour afficher un objectif politique de réduction du déficit public de nature à rassurer nos créanciers et nos partenaires européens. Plus on se rapproche du verdict de l'INSEE, plus les prévisions officielles se rapprochent généralement des prévisions techniques. Je pense que les écarts entre les prévisions des déficits publics de 2023 et 2024 et les déficits constatés ou prévus aujourd'hui relèvent plutôt de l'erreur technique, même si des éléments de normage peuvent être identifiés, comme les prévisions de croissance des dépenses des collectivités locales, et même si les prévisions officielles n'ont pas été actualisées aussi vite que les prévisions techniques à la fin de 2023. Le compte des administrations publiques de 2023 de l'INSEE est encore provisoire et celui de 2024 n'est pas encore connu, ce qui invite à la prudence. Les dernières nouvelles, d'ailleurs, ne semblent pas mauvaises. Mais il est bien probable que ces écarts sont inédits. Et si on met de côté les années de récession et de rebond de l'activité après une récession. Ils tiennent pour partie au scénario macroéconomique. Mais je ne suis pas un macroéconomiste et je me contenterai donc de parler des dépenses publiques et du passage du scénario économique aux prévisions de recettes, en distinguant les problèmes de méthode et les problèmes de gouvernance. S'agissant des méthodes, les erreurs ont été faibles sur les dépenses de l'État,
dont les crédits sont pour la plupart limitatifs et plutôt bien contrôlés. Assez faible sur les dépenses des administrations sociales, qui sont relativement prévisibles pour un scénario macroéconomique donné. Les erreurs sont surtout venues des prévisions de recettes, impôts et cotisations sociales, et des prévisions de dépenses des administrations publiques locales. La prévision est un art difficile, et je me suis trompé quand j'en faisais, et les 4 dernières années ont été marquées par des chocs inédits qui peuvent expliquer des erreurs inédites. Cela dit, les méthodes de prévision du ministère des Finances pourraient être améliorées. Par exemple, il faudrait réestimer a posteriori l'impact budgétaire des mesures fiscales nouvelles, construire des séries longues de recettes à législation constante pour les principaux prélèvements obligatoires, chercher quels agrégats macroéconomiques sont les mieux corrélés avec ces recettes. Le dernier acompte de l'impôt sur les sociétés a toujours été très difficile à prévoir, mais il faudrait voir si des informations pertinentes pourraient être obtenues de certaines entreprises au moment de la préparation du projet de loi de finances. Il faudrait chercher, avec des méthodes statistiques, quels sont les principaux déterminants du produit des impôts locaux et des dépenses des collectivités locales. Il faudrait aussi examiner plus souvent les méthodes utilisées dans les autres pays. Les remontées comptables infra-annuelles n'ont d'intérêt que si elles peuvent être confrontées à des prévisions mensuelles, des recettes et des dépenses cohérentes avec les prévisions annuelles. Les méthodes d'élaboration des profils infra-annuels des prévisions de recettes-dépenses qui existent au ministère des Finances pourraient sans doute être améliorées. J'en viens aux questions de gouvernance. Et je crois nécessaire de distinguer les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante d'un côté, et les prévisions de moyen terme pour les années au-delà d'un autre côté. Les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante reposent pour beaucoup sur des informations partagées entre les directions du ministère des Finances, de la Sécurité sociale et des collectivités locales. Ce partage d'informations n'a jamais été parfait, mais je pense qu'il serait pire si les prévisions de finances publiques étaient réalisées par un organisme tiers, ce que je ne conseillerais donc pas. Les équipes chargées de ces prévisions sont très professionnelles et je ne pense pas qu'il serait facile de les remplacer ou de les transférer à l'extérieur du ministère. Mais les prévisions de l'administration doivent être plus facilement expertisées et challengées par des tiers. Et je pense par exemple aux mesures suivantes. Enrichir la description des méthodes de prévision dans le rapport sur les voies et moyens. Publier des retours d'expérience sur les écarts entre réalisation et prévision. La direction du Trésor l'a fait il y a 3 jours. Confronter plus régulièrement le chiffrage des mesures nouvelles avec celui d'autres organismes. Publier des séries longues de recettes à législation constante pour les principaux impôts. Appeler les chercheurs à travailler sur les déterminants des recettes et dépenses locales. Fournir enfin plus d'informations au Haut Conseil des finances publiques, comme les prévisions mensuelles de recettes, lui donner plus de temps pour travailler et lui permettre de s'auto-saisir. Les prévisions de recettes sont intrinsèquement fragiles et l'État ne contrôle pas certaines dépenses, notamment celles des collectivités locales. Ce risque en termes de prévision pourrait être compensé par des efforts plus importants de l'État, mais ces efforts risqueraient alors d'être excessifs. L'État doit donc inciter plus fortement les collectivités locales à contribuer au redressement des comptes publics. Sur le rôle du Haut Conseil des finances publiques s'agissant des prévisions pour l'année en cours et l'année suivante. Avec les autres membres du Haut Conseil, nous nous sommes interrogés sur ce rôle dès son installation en 2013. Selon la réglementation européenne, le Haut Conseil devrait, entre guillemets, produire ou approuver les prévisions économiques et exercer une surveillance du respect des règles budgétaires. La loi organique de 2012 a toutefois seulement prévu qu'il donne un avis consultatif sur les prévisions économiques et qu'il apprécie, entre guillemets, la cohérence entre les soldes structurels du projet de loi de finances et de la loi de programmation. Nous avons tout de suite considéré que notre mandat ne pouvait pas être de se limiter à vérifier que le solde structurel du projet de loi de finances était le même que celui de la loi de programmation
et que nous devions apprécier la cohérence globale des prévisions macroéconomiques et de finances publiques. Nous nous sommes demandé si notre avis sur les prévisions économiques devait se conclure par « nous approuvons » ou « nous n'approuvons pas » ces prévisions. Nous avons considéré que ce n'était pas la volonté du Parlement de l'époque. Nous n'obtiendrions sans doute pas les informations du ministère des Finances nécessaires pour prendre une position aussi tranchée. Il est toujours techniquement très difficile d'affirmer qu'une prévision est soit bonne, soit mauvaise. C'est jamais binaire. Les conséquences d'un avis négatif n'étaient pas claires. En effet, le gouvernement pouvait maintenir ses prévisions et il revenait alors au Conseil constitutionnel de trancher. Mais ne pas approuver la prévision du gouvernement ne signifie pas qu'elle est insincère au sens du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de tromperie. Il était donc probable qu'un avis négatif n'aurait pas eu d'effet. Dans ces conditions, nous avons choisi de conclure les avis du Haut Conseil avec une gamme variée d'adjectifs, entre lesquels il n'existe aucun ordre, plausible, peu réaliste, optimiste, etc. Ces avis sont donc très difficiles à décrypter, et ce fut le cas de ceux qui ont été émis en 2023 et 2024, comme de ceux des années précédentes. S'agissant des prévisions de moyen terme, les directions du Trésor et du Budget ont toujours fait des prévisions de moyen terme à politique inchangées, qui n'ont jamais été publiées depuis le début des années 90. Je pense que j'ai été le dernier à les publier, et à l'époque, je les partageais avec la Commission de la planification du Sénat. Il faudrait que ces travaux puissent être publiés sous le contrôle d'un tiers de confiance, par exemple le Haut Conseil des finances publiques. Mais il faudrait alors faire comprendre et accepter qu'il existe en même temps deux prévisions de moyen terme. Une prévision technique à politique inchangée et la programmation officielle des finances publiques qui suppose la mise en œuvre de mesures nouvelles que le gouvernement ne souhaite pas dévoiler dans l'immédiat, en particulier pour prendre le temps de la concertation. L'écart entre les déficits publics apparaissant dans ces deux prévisions à un même horizon mesurerait alors l'ampleur des mesures à prendre pour atteindre des objectifs officiels de déficit, et les débats pourraient s'engager sur une base plus claire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ecal, de cette introduction qui répond bien au cahier des charges qu'on attend. Mais vous allez voir, on va quand même avoir des questions supplémentaires. Moi, j'en avais déjà 3, mais j'en ai 2 autres de plus par rapport à ce que vous venez de dire. En tout cas, merci, y compris des pistes que vous mettez sur la table. Bien, j'ai une première question. En écoutant vos interventions, on retrouve finalement ce qui a été dit ici par Pierre Moscovici il y a 2 jours. Si nous nous sommes retrouvés avec un tel écart sur les recettes, c'est en raison de l'optimisme des ministres, donc du choix d'intégrer des hypothèses macroéconomiques exagérées, qui ont d'ailleurs été pointées, vous le dites, avec des formules diverses et variées, à l'époque, par le HCFP. Vous dites que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte les prévisions budgétaires de ses propres services économiques. Dois-je en conclure qu'il force les hypothèses, que contrairement à ce qu'a pu affirmer Bruno Le Maire devant cette commission, il n'y a pas de réelle étanchéité entre le ministre et l'administration qui fait les prévisions, ce que d'ailleurs nous a dit hier Pierre Moscovici de manière très claire. Alors, j'ai connu ce que faisait le ministère des Finances quand j'y étais. J'ai ensuite connu ce qu'il faisait quand j'étais à la Cour des comptes et au Conseil des finances publiques. Bon, depuis 2016, j'en suis loin. Donc, mais j'ai suivi vos auditions. J'ai lu enfin pas tous, mais une bonne partie des documents qui ont été rendus publics aussi bien par votre Assemblée que par le Sénat depuis quelques mois. Et puis, j'ai fait partie de ce comité d'experts et donc on a vu un certain nombre de choses. Donc, ma réponse est non, il n'y a pas totalement d'étanchéité, en effet, entre les ministres et l'administration. Après, je pense, enfin, comme je viens de le dire, que le degré d'implication du pouvoir politique est différent suivant l'horizon des prévisions. Les prévisions à moyen terme, les programmes de stabilité, les lois de programmation, au-delà de l'année N+1,
ont toujours été complètement normés. Le but est d'afficher un objectif de déficit public. Alors, jusqu'à il y a quelques années, il s'agissait de ramener le déficit public à zéro. Maintenant, l'ambition est un peu moindre. On se contente de le ramener à juste un peu en dessous de 3% du PIB. Et ensuite, le programme de stabilité et la loi de programmation sont construites pour y arriver. C'est totalement politique. Après, quand on se rapproche à l'autre extrême de la fin de l'année en cours, et lorsqu'on sait que l'INSEE va rendre son verdict au mois de mars de l'année suivante, il y a beaucoup moins d'intérêt politique à normer les prévisions. Donc, pour moi, quand on se rapproche de la fin de l'année, les prévisions, le politique intervient beaucoup moins. Et sur l'année en cours, il intervient beaucoup. Alors, il peut toujours intervenir. Je pense que pour ce qui est de 2023-2024, il y a un cas assez clair qui est les dépenses des collectivités locales, où il est clair que dans le programme de stabilité de l'année dernière d'avril 2024, il y avait une prévision qui n'était certainement pas la prévision technique. Mais voilà, donc ça existe encore. Je ne suis pas capable, dans les erreurs qui ont été faites sur 2023 et 2024, de dire quelle est la part du biais optimiste ou de l'hubris, comme disait Pierre Moscovici, des ministres, et quelle est la part des erreurs techniques. Je pense quand même que la part des erreurs techniques est quand même beaucoup plus importante. Voilà, parce que plus on se rapproche du verdict, plus c'est ça qui est important. D'accord. Si je comprends bien, juste pour être clair, quand vous parlez de la part politique, les interventions politiques, etc., c'est-à-dire qu'elles peuvent aller jusqu'à tordre, entre guillemets, dans leur sens, des prévisions économiques normées, c'est ça que vous dites? Oui. Je pense que, je renvoie à des souvenirs très anciens, mais je pense que ça n'a pas fondamentalement changé. Nous présentions au cabinet du ministre nos prévisions techniques, et puis quand le moment venait de présenter le rapport économique et financier, et donc voilà, la prévision officielle, le cabinet nous faisait savoir, c'est très informel, je ne trouverai pas de trace. Le membre du cabinet considérait, disait, bon, ça serait bien que la croissance du PIB dans le REF, dans le rapport économique, et donc après que toutes les prévisions associées, que la prévision de croissance soit de temps et qu'on arrive à un déficit public de temps. Voilà, et puis on faisait, voilà. Merci. On publiait les comptes qui allaient avec. Merci. La Cour des comptes a documenté les baisses de prélèvements obligatoires depuis 2017. Je le rappelle, elles atteignent désormais 60 milliards d'euros par an. Alors, lorsque vous avez été interrogé par une autre commission d'enquête, c'est sur la commission d'enquête sur la dette, vous aviez indiqué que nous n'avions pas avant tout un problème de dépenses, mais aussi de recettes. J'ai le verbatim de mémoire de cette audition. Cette analyse, pour ma part, je la partage depuis longtemps. Et j'observe que finalement ces baisses de recettes, alors que c'était attendu comme telles, n'ont pas été autofinancées par une hausse de l'activité économique. Les ministres pouvaient nous afficher un niveau de recettes élevé en 2021 et 2022 lorsque nous sortions d'une période de crise, mais je l'estime, ça c'est ma conviction, aveuglé par la confiance dans sa politique, il me semble que le gouvernement n'a pas pu voir le retour à la normale arriver. Je voudrais donc avoir votre avis sur l'effet de ces baisses massives d'impôts sur l'écart à la prévision. En d'autres termes, pensez-vous que le gouvernement a cru récolter les fruits de sa politique, ce qui ne lui a pas permis de voir le caractère exceptionnel des années 2021 et 2022, c'est-à-dire post-Covid? Alors, comme je l'avais dit en effet à la commission d'enquête au printemps dernier, quand on décompose comptablement l'évolution du ratio déficit public sur PIB entre 2016 et 2023, on constate que la hausse de ce ratio vient très peu du ratio dépenses publiques sur PIB. Alors il y a un élément un peu qui est un peu trompeur là-dedans, c'est que dans les dépenses publiques en 2016, on avait le crédit d'impôt, le CICE. Le remplacement du CICE par des allègements de charges a fait baisser automatiquement le ratio de dépenses publiques sur PIB de 0,9 points de mémoire. Donc, s'il est stable, c'est parce que les autres dépenses ont quand même augmenté d'à peu près un point de PIB. Bon. Mais il est vrai, en effet, que l'écart vient quand même beaucoup plus du taux des prélèvements obligatoires.
Ce qui n'est pas anormal, puisque en effet, sur cette période, on a eu 50 à 60 milliards de baisse des prélèvements obligatoires. Ce qui ne s'est pas vu, en effet, en 2022, et je l'avais dit à l'époque, je ne sais plus si c'est la commission d'enquête de l'Assemblée ou la mission d'information du Sénat, j'avais dit à l'époque, en fait, l'année anormale pour moi, c'est 2022. Parce qu'en 2022, on a quasiment battu le record des prélèvements obligatoires après avoir fait ces 50 à 60 milliards d'euros de baisse. Ce n'était pas tout à fait normal. Et donc, j'ai dit, et 2023 était une forme de normalisation. On a trouvé... Alors, est-ce que ça a joué sur les prévisions? Sans doute un peu. Sans doute un peu, parce qu'on a eu une année 2021-2022 exceptionnelle en matière de rentrée de recettes fiscales, une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB aussi très forte, pas totalement exceptionnelle, on l'avait déjà vu dans le passé quand même, parce que c'est quand même assez fréquent dans les années de rebond de l'activité après une récession. Donc, c'était pas totalement anormal. Mais le ministère des Finances l'avait très bien vu. Et donc, dans les prévisions qui étaient faites fin 2023, on voyait qu'il y avait une baisse de cette élasticité qui était inférieure à 1, et impôt par impôt, on voyait que ça avait été pris en compte. Ce qui a été surprenant, ce qui les a surpris manifestement, c'est l'ampleur. L'ampleur de cette correction, de cette normalisation. Donc ça, impact sur l'économie. Après, est-ce que sur ces baisses de prélèvements obligatoires, moi, mon opinion personnelle, c'est qu'il y a eu deux catégories de baisses de prélèvements obligatoires sur les entreprises et sur les ménages. Je pense que dans l'absolu, les baisses de prélèvements sur les entreprises sont nécessaires parce que nous avons des problèmes de compétitivité qui se traduisent par un déséquilibre structurel de nos échanges extérieurs, une désindustrialisation, et donc dans l'absolu, c'est plutôt bien. Il faudrait arriver à réduire les prélèvements sur les entreprises. Maintenant, je n'ai jamais dit que ça allait s'autofinancer. J'ai toujours dit, au contraire... C'était vous qui l'aviez. Oui, moi, mais j'ai toujours dit que ça ne s'autofinance pas. Je ne connais pas de mesures fiscales, sauf vraiment des choses très exceptionnelles, qui s'autofinancent. Donc, j'ai toujours dit qu'il fallait que ces mesures soient compensées si on voulait maintenir le déficit public par des réductions de dépenses, des économies d'un ordre de grandeur équivalent. Donc je ne suis pas du tout surpris, de ce qu'on a vu en 2023-2024, même si, je le répète quand même, l'ampleur de la correction a été particulièrement forte. Bien, merci. J'ai 3 petites questions supplémentaires qui me sont venues en vous écoutant. La première, vous dites qu'il faudrait... finalement des prévisions, enfin, il faudrait qu'à l'extérieur de Bercy, on challenge un peu plus Bercy par des tiers, en gros, pour aller vite. Bon, donc, avec des moyens pour cela, vous avez redit un peu ce que disait hier Pierre Moscovici, c'est-à-dire sur le fait que le HCFP devait être plus aidé, pouvoir s'auto-saisir, etc. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ça serait vrai pour... l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on ait plus de moyens. Moi, vous utilisez le terme challenger, moi je préfère utiliser le terme contrôler, parce que c'est notre prérogative. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que ça serait une solution? Alors, je n'ose pas me permettre de faire des recommandations concernant l'Assemblée nationale. Mais oui, sur le HCFP, oui. Oh, le HFC, c'est un organisme différent. Oui, bien sûr. Oui, je pense qu'il faudrait aussi que l'Assemblée nationale soit mieux armée. Alors, elle n'est pas totalement désarmée. Hein, donc, elle a quand même quelques moyens. Mais oui, bien sûr. D'accord. J'ai une autre question un peu iconoclaste là, sur le HCFP et un peu provocateur. Enfin, pas provocateur, mais enfin. Vous avez dit, finalement, on a utilisé plein de termes parce que l'insincérité et ce que ça pouvait provoquer constitutionnellement aurait été trop fort. Mais du coup, vu ce qui s'est passé, est-ce que vous ne pensez pas que du coup le HCFP a peut-être été aussi trop prudent et finalement a pris finalement sa part dans ce qui s'est passé ensuite? Autrement dit, à vouloir éviter la bombe atomique,
ou la dissuasion, en utilisant des termes un peu autour. Finalement, est-ce qu'il a accompli son rôle? Il a continué à suivre, je dirais, la doctrine qu'on avait établie en 2013. Et en effet, ça conduit, mais Pierre Moscovici l'a reconnu lui-même, avec tous ces adjectifs sur une gamme sur laquelle il n'y a aucun ordre, en réalité. Enfin, on ne peut pas savoir si passablement optimiste est plus négatif que modérément optimiste. Enfin, voilà. Donc, oui, c'est sûr que ce n'est pas clair. Donc, si j'ai bien compris les propositions du président du HCFP, pour résoudre ce problème, en fait, il faut revenir sur ce que dit la loi organique, toujours. C'est-à-dire que pas se contenter de demander au Conseil de donner un avis. En fait, il faut revenir au texte initial du règlement européen. Le règlement européen dit que le Haut Conseil doit produire ou approuver. Je pense que produire, c'est ce que font certains pays. L'exemple qui est donné, c'est toujours celui du Royaume-Uni, de l'OBR. Pas sûr que ce soit si évident. L'OBR, quand même, travaille beaucoup avec le ministère. C'est plus compliqué qu'on ne le dit parfois, et les résultats ne sont pas forcément toujours meilleurs. Donc moi, je n'y crois pas. Je crois qu'il y a il y a un écosystème des prévisionnistes au ministère des Finances, entre la direction du Trésor, le budget, la DSS, la DGFiP, etc. Éclater tout ça, je pense que ça sera une mauvaise idée. Bon, donc j'écarte la solution produire, que le HCFP produise lui-même les prévisions. Après, faut-il qu'il approuve ou pas? Et là, Pierre Moscovici donne deux scénarios. Scénario 1, en effet, on lui demande d'approuver ou ne pas approuver. Je pense que ça pose les mêmes questions qu'en 2013, c'est-à-dire, notamment la question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'approuve pas? Il ne dira pas que c'est insincère, en fait, parce que l'insincérité, pour moi, c'est autre chose au sens du Conseil constitutionnel. C'est une volonté de tromperie. Le Haut Conseil ne pourra jamais démontrer qu'il y a volonté de tromperie. Donc il dira que les prévisions sont... Il n'approuve pas ces prévisions, mais on peut ne pas approuver des prévisions pour des raisons purement techniques. Et donc, que fera le Conseil constitutionnel à ce moment-là? Moi, mon pari, j'en sais rien, mais c'est qu'il dira, oui, mais le gouvernement a le droit de faire ses propres prévisions, et le Parlement, et si le Parlement les approuve en votant la loi de finances, c'est pas moi, Conseil constitutionnel, qui va dire qu'elles sont meilleures que d'autres. Donc je pense que ça n'aura aucun effet, et donc je me range plutôt à la dernière option de Pierre Moscovici, qui est, à ce moment-là, il faut que le gouvernement s'explique. C'est ce qu'il appelle le comply or explain. C'est, voilà, je n'approuve pas, mais vous pouvez quand même garder votre prévision, mais au moins vous expliquer. D'accord. Dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on est immunisé des problèmes, de l'ampleur des problèmes rencontrés en termes de prévision pour le budget 2025? Je n'assurerai pas qu'on est immunisé, non. Parce que je pense que notamment je pense quand même qu'une grosse partie des erreurs qui ont été faites ces 3 dernières années, elles venaient quand même d'une conjoncture exceptionnelle. On a quand même eu une série de chocs exceptionnels, un rebond de l'activité exceptionnel. Bon, ça n'est pas parti comme ça en 2025, mais quand même, il y a quand même de gros risques. Je pense que l'instabilité politique, les difficultés pour le Parlement à voter une loi de finances, ça n'améliore pas la confiance dans l'avenir des investisseurs. Les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Donc je pense qu'il y a quand même de très gros risques. L'environnement international est lui aussi très risqué. Donc moi, je n'écarte pas l'hypothèse d'un gros problème en 2025. Mais les prévisionnistes Moi, je fais des prévisions. Les prévisionnistes aussi ont du mal à prévoir des chocs, des événements un peu inédits.
parce qu'ils ont toujours l'impression que s'ils prévoient quelque chose de très mauvais, tout le monde va leur tomber dessus, les critiquer en leur disant « mais oui, mais pourquoi vous êtes des Cassandres de mauvais augure, c'est pas fondé, c'est pas… » Alors que dans les prévisions, il y a toujours un élément d'expertise, rien n'est jamais automatique, on n'applique pas des modèles automatiques, etc. Et donc ils hésitent, et donc ils font ça, typiquement les prévisions de croissance pour un pays donné. Quand vous regardez les prévisions du ministère, de l'OCDE, de la Commission, de Rexecode, de FCE, ils avancent les uns après les autres progressivement. Donc pour l'année 2025, bon là ils sont à 0,8, 0,9, etc. On peut très bien imaginer que les uns après les autres, ils descendent chacun d'un cran tout au cours de l'année. Je n'exclus pas ce genre de scénario. Merci. Mathieu Lefebvre. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Ekal. Moi je trouve que votre propos, quand même, contradiction avec ce que nous a dit M. Moscovici il y a 2 jours. M. Moscovici dit que les prévisions étaient à la limite de l'insincérité. Ce que vous nous dites, c'est que ce n'était pas du tout le cas et qu'il y avait majoritairement des raisons techniques qui expliquaient l'écart uniquement de recettes, si je suis bien ce que vous avez dit, marginalement sur les administrations de sécurité sociale et un peu moins marginalement sur les dépenses de collectivités territoriales. Par conséquent, j'aimerais savoir si vous reprendriez, vous, à votre terme, la limite d'insincérité qu'a évoqué M. Moscovici, en rappelant peut-être les mots des avis du Haut Conseil des finances publiques qui méritent, je crois, d'être rappelés sur le PLF 2024 en septembre 2023. Scénario macroéconomique pour 23 plausible, déficit vraisemblable, croissance certes élevée à 1,4, mais on s'apercevra qu'en réalité, on termine à 1,1, donc entre le consensus des économistes de l'époque et la prévision du gouvernement. Et sur le PLFG 23, croissance réalisable, solde public plausible et prévision de prélèvement obligatoire globalement plausible. Là encore, avec une croissance prévue à 1 et exécutée à 0,9. Qu'est-ce que vous reprendriez ces mots, M. Ekal ? Moi, personnellement, je ne parlerai pas de limite d'insincérité parce que, comme je l'ai dit, pour moi, l'insincérité au sens du Conseil constitutionnel, elle suppose, comme beaucoup de délits d'ailleurs, en matière pénale quasiment, elle suppose un élément d'intentionnalité. Je ne sais pas quelle était l'intention. Je n'étais pas dans le bureau du ministre de l'économie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lorsque le travail que nous avons fait avec le comité d'experts n'avait pas pour objet de répondre à cette question, nous avons essayé de travailler sur les méthodes, d'où les mesures là, que j'ai citées dans mon exposé liminaire. Elles sont assez largement celles que propose ce comité d'experts, mais donc nous n'avons pas cherché à savoir, ce qui relève plutôt d'ailleurs de votre assemblée, savoir quelle était la part du politique et du technique. Il y a un peu des deux. Voilà, moi je pense que c'est plutôt du technique que du politique, mais je ne suis pas en capacité de parler d'insincérité. Un mot sur les recettes, parce que hier, nous avons auditionné la Banque de France et M. Garnier nous disait il y a un écart à la prévision sur les recettes qui est évidemment lié à l'écart de prévision macroéconomique, mais l'essentiel est lié à la transcription de la macroéconomie en recettes. C'est-à-dire qu'à macroéconomie inchangée, on peut avoir des compositions de recettes différentes en fonction de chaque impôt. J'ai vu que vous aviez travaillé notamment sur la question de la TVA. Est-ce que vous faites vôtre cette analyse et est-ce que vous considérez que les questions de composition de croissance et les questions de comportement des acteurs sont aussi clés dans les erreurs de prévision qui nous occupent ? Oui, je pense qu'en fait, la prévision de croissance du PIB pour 2023 et 2024 n'a pas été anormalement erronée. On est surtout justement dans le contexte assez inédit de chocs successifs dans un sens et dans l'autre. Donc le problème ne vient pas de là. Il vient en partie, en effet, de la composition de cette croissance entre consommation, échanges extérieurs, etc. Mais il vient aussi et surtout, en effet, de la traduction en termes de croissance des recettes à législation constante de ce scénario macroéconomique.
Alors, croissance des recettes à législation constante, on oublie souvent l'impact des mesures nouvelles. Je pense qu'il y a un problème sur le chiffrage des mesures nouvelles. D'ailleurs, il y en a une qui a quand même explique, alors qui n'explique pas en fait l'erreur entre le projet de loi de finances pour 2023 et le résultat de 2023, parce qu'elle a été passée par amendement au cours de la loi de finances. C'est la contribution sur les rentes inframarginales. On a quand même fait une erreur de 15 milliards d'euros, ou 13, ou je ne sais plus, enfin, ou 11, bon, enfin, c'était quand même énorme. Voilà, donc il y a sur le chiffrage des mesures nouvelles, je pense que, et le problème c'est que bien souvent celle-là, bon, on l'a revue parce qu'elle était quand même énorme, mais beaucoup de mesures nouvelles sont chiffrées et avec un chiffrage qui est présenté dans le rapport économique et financier et dans les exposés des motifs des mesures, mais après c'est jamais revu. Et il n'y a pas de série historique des mesures nouvelles. Il n'y a pas de série de croissance des impôts à législation constante. Il n'y en a qu'une seule, en fait, qui a été utilisée, qui permet après de montrer quelle a été l'évolution de l'élasticité des prélèvements obligatoires à législation constante. Cette série, en fait, j'en suis à l'origine. Je l'ai faite parce que j'ai reconstitué moi-même, il y a une dizaine d'années, à partir d'informations très hétéroclites, une croissance à législation constante des prélèvements obligatoires, d'où une élasticité. Et ce que j'ai fait a été repris par le Haut Conseil, d'où un graphique que vous allez retrouver partout, mais donc je revendique, pour une part, la paternité. J'ai eu beaucoup de mal. Je ne suis pas du tout sûr que ce graphique, ces prélèvements obligatoires, soit vraiment fiable, parce que j'ai eu beaucoup de mal, parce que ça n'existe pas. Donc je pense qu'il y a un problème aussi, là, sur lequel il faudrait se pencher. Donc il y a les mesures nouvelles, puis après, il y a à législation à changer, la croissance des prélèvements obligatoires. On a fait des erreurs. Là, un des membres que vous allez d'ailleurs auditionner, si je crois bien demain, Laurent Bach a publié il y a 2 jours un papier très intéressant sur l'évolution de la TVA au cours des dernières années, qui montre que la TVA, pour la prévoir, depuis toujours, la direction du Trésor, je faisais déjà ça à l'époque, il y a 30 ans, on utilise un agrégat de la comptabilité, tiré de la comptabilité nationale, qu'on appelle les emplois taxables, dans lesquels il y a, grosso modo, 60% de consommation des ménages, 20% d'investissement en logement et 20% de reste, ce qui correspond aux rémanences de TVA. Ce que montre le travail de Laurent Bach, c'est que ça colle assez mal avec l'évolution de la TVA sur ces 3-4 dernières années. Alors, sans doute, c'est là où je dis il faudrait revoir sur le passé la corrélation entre la TVA et cet agrégat. Peut-être qu'il faut changer la formule de cet agrégat. C'est peut-être plus 60% de consommation des ménages. Maintenant, c'est peut-être 65%. Enfin, voilà, il faut revoir ce genre de choses. Et puis, peut-être voir s'il n'y a pas d'autres agrégats. Laurent Bach propose des importations. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, on peut essayer. Enfin, voir s'il y a d'autres agrégats qui sont mieux corrélés avec la TVA. Et puis, il reste des comportements. Ce que montre le travail de Laurent Bach aussi, c'est qu'il y a une bonne partie de l'erreur qui vient des remboursements de TVA. Remboursement de TVA, ça peut venir des comportements des entreprises, mais aussi de l'administration. Il met en avant surtout le comportement des entreprises qui serait lié à des problèmes, enfin, au taux d'intérêt, à l'intérêt plus ou moins grand des entreprises de demander plus ou moins vite des remboursements. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le comportement de l'administration. Les remboursements, les délais de remboursement de TVA, ça dépend des procédures de contrôle des dits remboursements de TVA. Et ces procédures de contrôle, elles peuvent être plus ou moins rapides. Pendant la crise de 2020, elles ont été rapides, parce qu'il fallait rembourser assez vite pour améliorer la trésorerie des entreprises. Puis après, on a durci. Voilà, donc il y a aussi des coups d'accordéon aussi qui viennent de l'administration elle-même. Et ça, seule la DGFiP le sait et est capable de le mesurer. Question un peu plus macro. Est-ce que vous auriez une décomposition de l'écart d'1,7 entre 4,4 et 5,1 ? Est-ce que vous avez fait ce travail ? Parce que vous avez évoqué les grandes masses, mais est-ce que vous en avez la décomposition ?
La réponse est non. Je n'ai pas eu le temps ni les moyens. Après, il existe. Donc, je signalais qu'il y a 3 jours, le Trésor a publié un document donc, qui est public, qui est une forme de retour d'expérience sur les prévisions de 2023-2024. Il y a une décomposition. C'est celle que le Trésor nous a présentée d'ailleurs au comité d'experts il y a un mois et demi. On a trouvé qu'elle était, enfin, on ne l'a pas critiquée, hein. On a trouvé que c'était une bonne base. Merci beaucoup. Hier, la Banque de France nous a fait la proposition d'un mécanisme de précaution sur les recettes, consistant à dire, en cas de recettes supérieures à ce qui est escompté, on met en réserve pour partie, sans évidemment parler de cagnotte. Ce fonds est susceptible d'alimenter les moindres recettes les années où celles-ci sont inférieures à la prévision. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? C'est une idée qui revient souvent, en fait, qui sous des formes diverses, notamment d'un fonds de régulation, d'un fonds conjoncturel. L'idée que voilà, quand la conjoncture est bonne, il faut garder une partie des recettes, les mettre dans un fonds qu'on utilise après lorsque la conjoncture est mauvaise. Enfin, il y a beaucoup d'idées autour de ça. Ce sont des bonnes idées. Je dirais, c'est des bonnes idées qui sont relativement faciles à mettre en œuvre en régime normal. Lorsqu'on a une situation des finances publiques, je dirais, qui n'est pas spécialement dégradée, avec un déficit public qui est pas trop, qui est, je dirais, satisfaisant. C'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre quand on a un déficit public très dégradé, qu'on se donne, pour de bonnes raisons d'ailleurs, hein, des objectifs ambitieux de réduction de ce déficit, parce qu'il n'y a plus tellement de marge pour mettre en place, par exemple, dans le budget de l'État, une provision exceptionnelle ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus, voilà, c'est une bonne idée en temps normal, mais c'est beaucoup plus compliqué par temps difficile. Merci beaucoup. Une dernière question, parce que je n'ai pas bien compris quelle était votre position sur l'externalisation des prévisions. Je comprends que vous n'êtes pas favorable à une externalisation totale de la prévision, mais que vous êtes plutôt favorable au scénario dégradé évoqué par Pierre Moscovici, c'est-à-dire que le gouvernement conserve une marge de manœuvre, mais est chargé de s'en expliquer auprès d'un HCFP au pouvoir renforcé et du Parlement au pouvoir renforcé, si je comprends bien. Vous avez bien compris, mais ce qui me semble très important, c'est de distinguer les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante, celles qu'on trouve, enfin, qui sont associées au projet de loi de finances, et les prévisions pour les années au-delà, dans le moyen terme. Ce que vous venez de dire là, en effet, c'est ce que j'ai dit, ça correspond à ce que je pense souhaitable pour les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante. Le problème est totalement différent pour les prévisions de moyen terme. Un programme de stabilité, je peux vous expliquer comment on construit un programme de stabilité. Un programme de stabilité ou une loi de programmation à moyen terme, vous commencez la recette, c'est vous commencez à prendre une croissance potentielle un peu optimiste, comme dirait le Haut Conseil, mais pas trop, parce qu'il ne faut quand même pas que ça se voit trop. Ensuite, vous prenez une croissance du PIB en volume qui permet au PIB de rejoindre ce que les économistes appellent son potentiel. Ensuite, vous prenez une croissance des prix qui se stabilise au niveau cible de la Banque centrale européenne, un peu en dessous de 2%. Donc ça vous donne une croissance des PIB en valeur. Vous appliquez une élasticité de 1, donc ça vous donne l'évolution des recettes. Et ensuite, vous calculez la croissance des dépenses qui permet d'arriver à votre objectif de déficit. Il n'y a rien derrière. C'est totalement normatif. Et si jamais c'est vraiment totalement irréaliste, vous pouvez ajouter un soupçon de mesures nouvelles, fiscales nouvelles, que vous ne documentez pas, qui permet de remonter un peu le taux des prélèvements obligatoires. La première loi de programmation des finances publiques en 1993, d'orientation à l'époque, on disait, elle tenait sur un fichier Excel d'une dizaine de lignes. Bon, depuis, c'est beaucoup plus complexe, parce que la Commission européenne demande beaucoup plus d'informations. Donc il faut décomposer tout ça, il faut distinguer, voilà. Mais la construction, la recette de base, elle est toujours la même. Or, et donc ça donne en fait une prévision de moyen terme qui n'a jamais été respectée en France, qui est vraiment, pour moi, politique. Or,
je sais, parce que je l'ai fait, je sais, j'ai vu quand j'ai fait des audits des finances publiques, et c'est connu que la direction du budget et la direction du Trésor font des projections de moyen terme techniques, dans lesquelles, à politique inchangée, dans lesquelles on ne suppose pas qu'on va prendre des mesures qui vont permettre d'économies. Voilà. Donc ces prévisions, elles existent, elles sont très utiles, et je pense qu'il faut arriver à trouver le moyen, en effet, de les externaliser. Elles n'ont jamais été publiées. La dernière fois qu'elles ont été publiées, je pense que c'était moi qui les faisais, c'était en 94-95. À l'époque, on les transmettait au Sénat, à la délégation de la planification du Sénat. Elles étaient publiées par le Sénat. Et puis, jusqu'au jour où le ministre de l'économie a découvert que ces prévisions à moyen terme à politique inchangée, elles ne conduisaient pas à un déficit public de 3% du PIB en 97. C'était fâcheux. Donc depuis, on ne le fait plus. Mais ça, je pense que voilà, ces prévisions à moyen terme, je pense qu'il est nécessaire de les externaliser. Et donc, qu'elles soient placées, je ne sais pas d'un point de vue institutionnel comment, mais là, je donnerais un pouvoir beaucoup plus important à un tiers de confiance, comme disait Pierre Moscovici, qui pourrait être lui-même. Ouais, et je le revendique pour l'Assemblée aussi. L'Assemblée, voilà. C'est bon, Mathieu? Oui. Merci. Monsieur Le Thiou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ecal, merci de vos analyses. Toujours intéressant, évidemment, de vous écouter comme de vous lire. Vous avez donc fait un ensemble, disons, finalement, de propositions pour améliorer les prévisions. Je retiens aussi ce que vous venez de souligner à nouveau, c'est-à-dire l'intérêt d'avoir un peu les perspectives à moyen terme à politique inchangée. On a des objectifs, ça permet d'objectiver les débats après sur les économies. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ce que je retiens aussi, c'est que finalement, vous confirmez ce qu'on avait bien deviné, ne serait-ce qu'en regardant les taux de croissance retenus pour les différentes lois de finances, c'est que on peut avoir les meilleures prévisions du monde, mais il y a la commande politique qui prévaut et qui oriente, ce qui est un fait. Après, nous, ce qu'on se demande ici, ce qu'on a du mal à savoir, c'est quelle était la commande et qui l'a passée. Ça, c'est le véritable problème. Mais on tourne un peu autour, on a du mal à le trouver. Mais la deuxième chose, j'aurais, trois questions. La première a déjà été assez abordée juste avant. C'est un peu l'élasticité, le problème de l'élasticité, finalement, des recettes par rapport à la croissance. La croissance, finalement, faible en 7 aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que lorsque cette situation intervient, elle se prolonge? C'est-à-dire, est-ce que finalement, le fait d'avoir une croissance faible en recettes est quelque chose qui peut être conjoncturel, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez structurel qu'on va retrouver dans les prochaines années? Deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que le problème des recettes tient aussi à la crise qu'on a laissé s'installer du logement et de la construction, qui a un impact fort quand même sur la TVA notamment, et pas que, voilà, et qui commence à s'exprimer, qui va malheureusement continuer à s'exprimer en 2025. Troisième point, avec peut-être un léger désaccord, ça concerne, vous avez dit en gros, les dépenses de l'État, il ne faut pas trop y toucher parce que sinon c'est récessif, il faut contraindre les collectivités. J'avoue que je suis toujours un peu sceptique sur ce discours, dans la mesure où les collectivités, je parle des collectivités, pas des APUL, c'est un peu plus de 5% de la dette publique, et c'est 70% de l'investissement public. Moi, je veux bien, l'État est un peu dopé à la dépense publique, un peu comme Lance Armstrong à l'EPO, si vous voulez. Mais si on retient les dépenses de fonctionnement, si on réduit les dépenses de fonctionnement et pas les dépenses d'investissement, on risque de pas trop toucher à la croissance. Alors que si on touche aux collectivités territoriales, là, on va toucher à la majorité de l'investissement public avec un impact récessif. Voilà un peu mes trois questions. Je vous remercie. Alors, sur l'élasticité globale des prélèvements obligatoires au PIB, sachant qu'il y a aussi des élasticités impôt par impôt. Le travail de prévision, il est fait impôt par impôt avec des élasticités spécifiques à chaque impôt. Mais on regarde souvent, parce que, vu de l'extérieur, d'ailleurs c'est le plus simple, en effet, l'élasticité globale des prélèvements obligatoires au PIB. Si on regarde le petit graphique qui est souvent reproduit, et donc j'étais à l'origine il y a une dizaine d'années, on a en moyenne sur longue période une élasticité de 1. Donc si on part de cette idée que finalement elle revient à 1, bon, elle a été nettement supérieure à 1 en 2021-2022, elle est repassée en dessous de 1 en 2023-2024.
peut penser qu'elle reviendra vers 1. Donc cette phase voilà, un peu exceptionnelle d'élasticité très faible est terminée. Après, moi, je ne fais pas de prévision, hein, j'en ai pas les moyens. Et donc, voilà, c'est une réponse un peu théorique que je vous fais. Une des raisons pour lesquelles on a eu ce mouvement dans un sens puis dans l'autre de l'élasticité, il y a, et qu'on voit assez souvent dans les périodes de crise puis de rebond. Bon, il y a l'impôt sur les sociétés qui est très réactif, qui amplifie en fait les cycles conjoncturels. Il y a aussi l'immobilier, vous avez raison. En 2021-2022, le marché de l'immobilier se portait encore bien. Et donc, on a eu des recettes pour les collectivités locales sur les DMTO qui sont très bien rentrées en 2021-2022. Et puis, il y a des tas d'autres impôts qui sont liés à l'immobilier, hein, les impôts sur la fortune, le droit de succession, l'IFI, enfin, les taxes foncières, enfin, bon, il y en a beaucoup. Et tout ça, finalement, explique en partie l'élasticité nettement supérieure à 1 de 2021-2022. Et puis, en 2023-2024, le marché de l'immobilier a chuté. Et donc, ça a amplifié, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, en effet, on a cette élasticité très faible, parce que ces recettes ont fortement baissé en 2023-2024. Oui, donc l'immobilier a une part de responsabilité, si je peux dire, dans ces évolutions. Sur les collectivités locales, moi je me réfère à une période que les collectivités locales n'ont pas aimée, qui est la période du quinquennat Hollande. François Hollande, enfin ses ministres, son gouvernement a décidé de réduire d'une douzaine de milliards d'euros les dotations de l'État aux collectivités locales. J'ai constaté qu'en effet, dans un premier temps, elles avaient plutôt réduit leurs investissements, parce que c'est souvent le plus facile. Après, je ne suis pas sûr que tous les investissements des collectivités locales sont pertinents. Il y a peut-être, sans doute, moyen d'en choisir certains qui sont plus que d'autres, et ce n'est pas forcément injustifié, mais ce que je constate aussi, c'est que dans un deuxième temps, ça a joué sur leurs dépenses de fonctionnement. Pour la première fois, je crois que c'était en 2015-2016, 2 années de suite, l'emploi public dans les collectivités locales a diminué de très peu, mais il a baissé. Mais ça ne s'était jamais vu. Donc je pense que ça a eu un effet aussi sur les dépenses de fonctionnement. Oui, Estelle, merci. Je n'ai pas le micro. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ecal, vous avez affirmé dans votre propos préliminaire tout de suite que, selon vous, les erreurs étaient essentiellement techniques. Alors, concernant les prévisions de recettes, vous évoquez à juste titre que l'année 2022 a été une année anormale. C'est plutôt celle-là, avec une sortie de crise, un effet rebond, et que l'ampleur de la normalisation en 2023 a été mal évaluée. Ça, on peut tout à fait l'entendre. Donc finalement, un effet rebond post-crise en 2022, retour à la normale en 2023, qui est plus important que prévu. Or, si on peut comprendre qu'en 2023, on ait été surpris par cette ampleur, même si on peut supposer quand même que les effets rebonds des crises, on en a déjà connu quelques-uns dans des cycles économiques antérieurs et que ce n'est pas si imprévisible que ça, comment expliquez-vous alors qu'en 2024, on ait maintenu encore des prévisions optimistes et décalées par rapport à la réalité économique? Alors, je pense qu'il est possible qu'on ait été en partie illusionné par les résultats de 2022. Quand on a préparé le programme de stabilité, par exemple, d'avril 2023, on a tout d'un coup découvert que les résultats de 2022 étaient bien meilleurs que prévu. On a fait des erreurs aussi dans l'autre sens en 2022. Et donc, tout d'un coup, on est parti avec une base de recettes en 2022 qui était encore meilleure que prévu, ce qui, de manière assez mécanique, a conduit à relever les prévisions de recettes pour 2023. Parce que si vous avez plus de recettes une année, toute chose égale par ailleurs, vous en avez plus l'année suivante. Les prévisionnistes appellent ça l'effet de base. On aurait dû corriger ça, en effet, a posteriori, on se dit qu'on aurait dû corriger ça en sens inverse.
Ça a été fait en partie. Hein, il y a quand même, quand on regarde les prévisions, oui, on savait, le Trésor savait, le ministère des Finances savait qu'il y aurait cette normalisation. Donc ça a été fait, pas assez. C'est là où il y a, oui, on s'est trompé. Alors, quelle est la part de l'erreur et quelle est la part de l'intervention politique? Comme je le disais au début, j'en sais rien. Je n'étais pas voilà, dans le bureau du ministre. Voilà. Après, je vais vous donner un autre exemple aussi. C'est les dépenses des collectivités locales. Il est clair que la prévision d'évolution de dépenses des collectivités locales qui était dans le projet de loi de finances pour 2024 et qu'on a continué à mettre dans le programme de stabilité en avril 2024 était irréaliste. Voilà. Et je ne pense vraiment pas que la direction du Trésor ait spontanément mis une prévision aussi irréaliste. Maintenant, si on en croit la prévision actuelle d'évolution des dépenses des collectivités locales et de déficit des administrations publiques locales, nous allons constater pour 2024 un déficit des administrations publiques locales en point de PIB qui est lui aussi inédit depuis, je crois, 30 ou 40 ans. À nouveau, les prévisionnistes ont toujours un peu de mal à annoncer d'annoncer des situations mauvaises, inédites. Donc je sais que si j'avais été en poste à la direction du Trésor l'année dernière, j'aurais hésité à annoncer et à afficher que le déficit des administrations publiques locales atteindrait un niveau jamais vu depuis 30 ou 40 ans. Il y a une forme après de retenue. Il n'y a pas besoin d'intervention du politique pour que les prévisionnistes se retiennent eux-mêmes d'aller jusqu'au bout, d'afficher des choses qui vont jusqu'au bout de leur raisonnement, mais qui paraissent quand même complètement extraordinaires. Merci. Vous avez été spécialiste des recettes fiscales entre 2013 et 2015. Est-ce que vous avez constaté notamment des évolutions dans l'approche de la fiscalité, dans la qualification de certaines dépenses en tant que dépenses fiscales depuis 2017, notamment les niches fiscales qui ne font plus l'objet d'une comptabilisation ni même d'une estimation? On sait par exemple qu'ont disparu des comptes les dispositifs concernant les sociétés mères et filiales, représentant presque 17 milliards d'euros, le régime d'intégration des groupes, presque 16 milliards d'euros, ou le régime sur les titres de participation et leur distribution, presque 7 milliards d'euros. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet ? Quand j'étais à la Cour des comptes, en effet, et que je m'occupais des finances publiques dans les années 2008 à 2015, j'ai fait plusieurs rapports sur les dépenses fiscales. Dans ces rapports, dans les premiers de ces rapports, nous avons dit les dépenses fiscales, ce sont des dérogations à une norme fiscale qui conduisent à des pertes de recettes pour l'État. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la norme ? C'est pas évident, pas du tout évident. Vous avez cité un certain nombre de dispositifs. Est-ce que c'est la norme ou est-ce que c'est des dérogations à la norme? J'en cite souvent un autre qui est encore souvent plus familier, c'est le quotient familial. Est-ce que le quotient familial, c'est la norme fiscale ou c'est une dérogation à la norme fiscale et ça doit être considéré comme une dépense fiscale? Autrefois, c'était considéré comme une dérogation à la norme et donc une dépense fiscale. Ça ne l'est plus. Moi, je pense que si on faisait débattre je ne sais pas qui, n'importe qui, pendant 1 heure, 2 heures sur le sujet, on n'arriverait pas à trouver une conclusion. Donc, c'est pas évident. Donc, ce qu'on avait dit à l'époque, ce que avait dit d'abord dans un premier rapport la Cour, c'était il faudrait au moins quand même que le ministère des Finances explicite un peu mieux ce qui est la norme et ce qui n'est pas la norme. Ce qu'il a fait en partie, voilà, il a répondu. La Cour a eu un effet. La proposition a été en partie suivie, insuffisamment à mon avis. C'est pas toujours très clair, notamment pour ce qui est de la TVA, c'est pas toujours très clair. Il y a eu, alors je signale quand même que l'année dernière, le ministère des Finances a réduit de 10 milliards d'euros le montant des dépenses fiscales
à travers notamment les dépenses fiscales liées à la TVA, pour des raisons, à mon avis, qui ne sont pas, qui sont pas justifiées. Donc il y a encore des problèmes. On avait dit à l'époque, la Cour avait dit, elle avait hésité beaucoup, etc. Mais elle avait fini par dire il faudrait que cette définition des dépenses fiscales, et donc la liste, finalement, soit extériorisée, alors qu'aujourd'hui, c'est la direction de la législation fiscale qui fait ça dans son coin. Ça n'a pas été suivi. Donc c'est toujours la direction de la législation fiscale qui fait ça dans son coin. Maintenant, la Cour n'était pas non plus très preneuse, ou même le Conseil des prélèvements obligatoires n'était pas très preneuse de cette mission, pour la raison que j'ai dit au début, c'est très difficile. C'est-à-dire est-ce que le quotient familial ou les dispositifs que vous avez cités, est-ce que c'est des dérogations ou est-ce que la norme ? C'est pas évident, et donc il n'y a jamais eu beaucoup d'empressement finalement pour suivre cette recommandation. Merci, mais si j'entends ce que vous dites, vous donnez l'impression qu'en fait, seuls les services décident de ce qui est dans la liste, pas dans la liste, et qu'il n'y a aucune main politique sur ce sujet-là. Est-ce que c'est vraiment la réalité ? En tout cas, c'était la réalité que j'ai constatée quand j'étais à la Cour des comptes et quand j'ai écrit ces rapports dans les années 2008 à 2015. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas dire, mais voilà. Merci. Jean-Didier Berger. Pas de questions. D'accord, merci. Christine Arrigui. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, budget insincère ou pas, erreur technique ou optimisme débordant politique, enfin, en tout cas, le déficit, il est là et il est abyssal. Alors, il est là et la représentation nationale, vous en conviendrez, a été informée tardivement, même très tardivement, de cette situation pour être en mesure de proposer au bon moment les correctifs utiles et en particulier, en ce qui me concerne, plaider pour des recettes supplémentaires. Alors donc nous sommes là bien assurément, si on ne parle pas d'insincérité, mais on est bien assurément dans un déni démocratique et nous nous interrogeons toujours ici dans cette commission d'enquête sur le qui, le quand et le où ces décisions d'options optimistes et de se passer d'un PLFR ont été prises. Et j'espère qu'à l'issue de cette commission d'enquête, nous aurons à tout le moins mis en lumière les responsabilités de chacun et chacune dans cette situation. Parce que cette situation, en fait, elle pèse sur les Françaises et les Français. Ce ne sont pas juste des chiffres, ce ne sont pas juste des déconvenus majeurs, comme j'ai pu l'entendre de la part de Jérôme Fournel sur la question de la crime et de ce rapport entre 13 milliards annoncés et 600 millions encaissés, c'est des situations qui vont aujourd'hui peser à la fois sur les Françaises et les Français, qui vont peser sur les collectivités locales, qui vont peser sur nos investissements et qui vont évidemment peser sur les politiques sociales et environnementales. On le voit avec la préparation du budget 2025. Donc c'est vraiment une responsabilité grave de celle qui a été prise et moi je m'interroge beaucoup sur la suite évidemment. Alors j'aurais deux questions à vous poser. Vous avez évoqué la situation du remplacement du CICE en allègement de charges en 2019, qui n'a pas forcément été mesuré avec les années Covid, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous dire s'il y a eu une évaluation ou de votre point de vue, il serait nécessaire de faire une évaluation de la situation de cette transformation en allègement de charges et des conséquences que cela a pu avoir par rapport justement évidemment aux cotisations et aux défauts de cotisations sociales en la matière. Ça c'est ma première question. Attends, vous avez dit... Attendez, on va laisser répondre à cette première question. Oui, donc le CICE a été transformé en allègement de cotisations patronales, ce qui a eu des effets, comme j'ai dit, d'un point de vue comptable. C'est-à-dire que les crédits d'impôt sont considérés par les comptables nationaux comme des dépenses publiques, parce qu'effectivement, d'ailleurs, le CICE, c'est une aide à l'emploi. Enfin, voilà, en réalité, ça n'a aucun rapport avec l'impôt sur les sociétés. C'est totalement indépendant du bénéfice fiscal. Voilà. Donc, c'est considéré comme une subvention à l'emploi. Donc, c'était dans les dépenses publiques en 2016-2017. Ça a été transformé en allègement de charges. Donc, ça a réduit d'à peu près un point de PIB les dépenses publiques. Et
devenant un allègement de cotisation, une réduction de cotisation, c'est venu en déduction des prélèvements obligatoires, des cotisations. Bon. Est-ce que c'était bien ou pas? Il y a eu des évaluations. Hein. Il y a eu un comité d'évaluation du CICE autour de France Stratégie qui a fait des rapports. Bon, moi, je me réfère à ça. Hein. Je ne suis pas capable moi-même de faire beaucoup mieux. Ce que j'en retiens, c'est que le CICE était mal construit. À nouveau, pour une raison de déficit public. Pourquoi est-ce qu'on a fait le CICE sous forme de crédit d'impôt avec un remboursement sur 2 ou 3 ans, un truc affreusement compliqué? Parce qu'on a décidé ça en 2012, à un moment où il fallait surtout pas dégrader le déficit public de 2013, parce qu'on s'était engagé à ramener le déficit à 3% du PIB. Donc on a monté un machin qui permettait de ne pas dégrader le déficit public de 2013, mais de n'impacter que celui de 2014. C'était quand même assez tordu. Donc, heureusement, de ce point de vue-là, allègement de cotisation patronale, c'est quand même beaucoup plus simple, avec un effet immédiat sur la trésorerie, alors que le CICE, il avait encore pour certaines entreprises, il fallait attendre 3 ans pour le récupérer. Bon. Donc, je pense que c'est mieux. Après, la question qui renvoie là au rapport Bozio-Wassner, c'est que dire de manière plus générale des allègements de cotisations patronales. Moi, j'ai toujours défendu, et d'ailleurs, quand j'étais à Bercy il y a 30 ans, j'ai contribué aux premiers allègements de cotisations patronales sur les bas salaires au niveau du SMIC à l'époque. Donc j'ai toujours dit que c'était une bonne mesure pour permettre de soutenir l'emploi non qualifié. Le rapport Bozio-Wassmer nous dit que c'est pas forcément totalement évident parce qu'aujourd'hui, je dirais, les nouvelles technologies vont plutôt, par exemple, impacter un travail plus qualifié. Donc, bon, il faut peut-être en remettre en cause. Ça a des effets de type trappe à bas salaire. Sans doute qu'on va trop loin quand on va jusqu'à 2,5 SMIC. Voilà. Donc, il y a plein de. Je pense qu'il y a matière. Voilà, il y a matière à reprofiler. Voilà, ces allègements de cotisations sociales. Mais je pense que la transformation quand même du CICE en allègement était plutôt quand même une bonne chose. Merci pour votre réponse. Mais est-ce que vous pensez, on peut penser qu'en fait cette transformation de la contexture des entreprises et de leurs bénéfices par le biais de ces allègements extrêmement importants d'allègement de cotisations, y compris évidemment pendant la période Covid, ont pu troubler les modèles de calcul et des prévisionnistes? Alors, ce n'est pas tellement la transformation du CICE en allègement. De manière plus générale, les allègements de cotisations sur les bas salaires sont probablement à l'origine, en effet, d'une partie des erreurs qui ont été faites, de l'erreur qui a été faite en 2023-2024 sur les cotisations sociales. Hein. On parle beaucoup des recettes fiscales, mais il y a quand même une erreur qui a été faite sur les cotisations sociales. Elle provient en partie du scénario macroéconomique, hein, de la masse salariale, etc. Il y a un autre facteur qui a joué, c'est qu'on a eu des hausses du SMIC assez fortes, liées à la hausse des prix, hein, l'indexation, et à des moments un peu inopinés dans l'année, parce que voilà, tout d'un coup, le glissement des prix a dépassé 2%, et donc il fallait revaloriser. Tout ça, en effet, a été un peu perturbant, je pense, pour les prévisionnistes, et on n'a pas bien vu, on n'a pas mesuré assez bien l'impact sur la masse salariale au niveau du SMIC. Il y a eu une contraction des salaires parce que lorsqu'on relève le SMIC, ça a un effet de diffusion sur les autres salaires. Progressivement, les autres salaires montent progressivement. Voilà. Mais c'est des effets qui se font dans le temps, avec des délais qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, oui, apparemment, c'est même sûrement, on a mal modélisé, mal prévu en fait, le coût de ces allègements de charges, l'impact sur la masse salariale, l'impact de ces mesures sur les allègements de charges. Je pense qu'on aurait peut-être
pu le voir mieux. D'ailleurs, on a regardé ça avec le comité d'experts. On aurait pu, l'ACOS a des informations qui auraient pu permettre de réagir plus vite. On aurait pu faire mieux, mais vous avez raison, ça a été une des causes de l'erreur. Et donc, nous nous interrogeons évidemment, en tout cas moi je m'interroge sur la suite. On a parlé du taux d'élasticité dont on peut se dire il va revenir à 1, mais peut-être pas, mais peut-être oui. Enfin bon, bref, on n'en sait rien. Par contre, tombent des chiffres. L'INSEE nous annonce un abaissement de 1 à 0,8 pour 2025, des prévisions de déficit de 5,5 à 6. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que ces prévisions sont du même acabit que celles que nous avions précédemment, c'est-à-dire que du fait de la situation que nous vivons, les prévisionnistes finalement sont plus prudents et nous annoncent des chiffres d'abaissement qui ne sont pas forcément, qui pourraient être contredits ou pas? Ce sera la dernière question, Christine. Oui, comme en effet, j'avais dit, moi je suis un peu plus pessimiste sur 2025. L'INSEE ne fait pas de prévision de déficit public, ils s'en gardent bien. Oui. Oui. Mais l'INSEE, en revanche, publie sa dernière note de conjoncture qui montre qu'au mois de juin, la prévision de 0,9 est possible. Voilà, donc le Haut Conseil vous dira vraisemblablement c'est plausible. C'est voilà, un adjectif de ce genre. C'est tout à fait plausible. Moi, je suis un peu, à titre personnel et sans être prévisionniste, je suis plus inquiet parce que, comme je l'ai dit, je pense que l'incertitude est toujours une mauvaise chose. Et on a une incertitude au niveau national et au niveau international. Et on a des incertitudes qui sont très fortes. Merci. Emmanuel Mandon. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Ekal, merci pour votre éclairage. C'est, je crois, très intéressant. Nous avons l'habitude de vous écouter. Et à ce stade de l'audition, vous nous avez déjà répondu à énormément d'interrogations. Vous avez dit déjà beaucoup de choses. Mais je voudrais revenir peut-être sur ce que vous aviez indiqué au Sénat, c'était en 2024, c'était l'année dernière. Il vous paraissait, vous disiez qu'il vous paraissait que les travaux de prévision, et ce sera ma première question, les travaux de prévision et les méthodes utilisées au sein du ministère des Finances n'avaient pas beaucoup changé depuis près de 20 ans. Alors, nous comprenons que tout cela pourrait être amélioré. Comment vous pourriez synthétiser votre argumentaire, nous dire sur quels arguments vous fondez cette intuition, cette conviction, et quelles améliorations vous paraissent-elles possibles? Techniquement, les méthodes de prévision, par exemple, des recettes fiscales, sont sur le fond les mêmes que celles qu'on utilisait il y a 30 ans. Exemple, l'impôt sur les sociétés. La prévision d'impôt sur les sociétés repose essentiellement sur un cadre, le scénario macroéconomique. Et dans le scénario macroéconomique, l'agrégat qui a toujours paru le plus proche, le plus pertinent, c'était l'excédent brut d'exploitation. Mais on savait déjà à l'époque que le BE des entreprises, c'est très loin du bénéfice fiscal. Et quand on connaît le bénéfice fiscal, il y a encore des choses qui s'y ajoutent, les reports de déficit, des choses comme ça. Et donc déjà à l'époque, on se posait des questions. On savait bien que donc on cherchait s'il n'y avait pas des agrégats plus pertinents. Et puis ensuite, on se disait aussi que, au moins au milieu de l'année, comme déjà à l'époque on avait un quatrième acompte d'impôt sur les sociétés qui nous posait des problèmes en décembre, on s'était déjà dit à l'époque, on pourrait peut-être essayer d'utiliser l'information que les entreprises sont obligées de donner publiquement sur leurs comptes trimestriels, etc. Et puis
Alors, ça n'a pas marché, on n'a pas réussi, mais il faut dire à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, il fallait aller chercher, quasiment écrire aux entreprises pour avoir ce genre d'informations. C'était un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, je pense qu'on pourrait quand même, c'est quand même un peu plus facile, mais c'est pas forcément... la question se pose toujours de la même façon. C'est-à-dire que le problème, c'est que cette information que donnent les entreprises, c'est une information sur leurs comptes consolidés mondiaux. Ça ne dit pas grand-chose sur l'IS qu'ils vont payer en France. Et donc, comme on s'est dit là avec le comité d'experts, mais c'est le sujet, enfin, on le connaît depuis 30 ans, c'est il faudrait essayer de trouver des entreprises qui payent plutôt leurs impôts en France, alors il y en a, hein, il y en a qui sont surtout franco-françaises, il y en a en plus qui sont des entreprises publiques, donc il y a eu un raté sur EDF, c'est clair. Voilà, donc, mais voilà, donc c'est pour ça que je dis, c'est un peu toujours la même chose. La TVA, les travaux qui ont été publiés par Laurent Bach, mais on faisait la même chose il y a 30 ans, et donc on se posait les mêmes questions. On avait introduit ce qu'il montre, c'est-à-dire qu'il y a une déformation, probablement une déformation des emplois taxables. On l'avait déjà à l'époque. À l'époque, il y avait un taux majoré de TVA qui était beaucoup plus important. Donc il y avait une déformation de la consommation entre les produits soumis au taux majoré et au taux normal. Donc on introduisait dans nos équations, on disait, on fait évoluer la TVA comme les emplois taxables, mais on met un correctif pour tenir compte de cette déformation de la consommation. Donc on fait ça, on fait ça depuis 30 ans, mais on n'a pas trouvé. Voilà, mais depuis 30 ans, on fait des erreurs, on se trompe, on cherche et on ne trouve pas forcément. Deuxième question. Je vous remercie pour cette première réponse. Vous posez en réalité et souvent la même question que devrait se poser ou se pose tout gouvernement par rapport à l'utilisation, enfin le fait d'avoir à disposition des moyens convenables pour recueillir des données économiques nécessaires, indispensables pour répondre à la question de l'utilité ou de la pertinence des dépenses de services et de prestations. Mais est-ce que, selon vous, le ministère de l'Économie et des Finances dispose de moyens convenables, des moyens convenables pour recueillir les données économiques nécessaires permettant de répondre à cette question fondamentale? Il a beaucoup d'informations, mais ça ne suffit pas. L'exemple, voilà, l'exemple de l'impôt sur les sociétés, il y a beaucoup d'informations qu'il n'a pas. Maintenant, typiquement, par exemple, dans le cas de l'impôt sur les sociétés, on s'est posé la question là, avec le comité d'experts, est-ce qu'il ne faudrait pas obliger des entreprises au cours de l'été, au moment où on prépare le projet de loi de finances, à donner des informations sur ce qu'elles pensent être leur bénéfice fiscal pour l'année en cours. Mais vous voyez, dès que je dis ça, je rajoute une obligation supplémentaire sur les entreprises, hein, si on le faisait. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas le faire spontanément. Enfin, bon, peut-être 2 ou 3. EDF le fera, il est bien obligé de le faire. Mais les autres, ce n'est pas évident. Donc, il faut arriver d'une façon ou d'une autre à les obliger à fournir cette information, qui n'est pas la même que celle qu'elles fournissent, puisque ce qu'elles sont obligées de fournir, c'est des informations sur leur compte consolidé. Donc, et c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que si on voulait avoir plus d'informations, il faudrait obliger les acteurs économiques à fournir cette information. On considère souvent qu'ils sont déjà très réglementés et qu'ils ont déjà beaucoup d'informations à fournir. C'est pas évident. Très bien, merci. Dernière question rapide. Vous avez recours à FIPECO à des données statistiques fournies par l'INSEE. Est-ce qu'à l'expérience, les méthodes et l'interprétation des données utilisées par l'INSEE vous paraissent suffisamment robustes pour garantir la qualité de l'information sur laquelle s'appuient les politiques d'ailleurs économiques et sociales du gouvernement? Je pense que l'INSEE fait très sérieusement et très professionnellement son travail, sous le contrôle d'Eurostat, notamment pour tous ces agrégats de finances publiques, etc. Après, on peut avoir des débats, mais que les économistes ont, que les comptables nationaux ont, sur le périmètre des dépenses publiques, sur des conventions comptables, etc. Bon, voilà,
Je pense que compte tenu de ces conventions, de ces méthodes, c'est très bien fait et pas de critique à faire. Après, je dirais, l'agrégat macroéconomique le plus important, c'est le produit intérieur brut. Depuis qu'on mesure un produit intérieur brut, on sait que il pose des problèmes, qui ne mesure pas des tas de choses. Bon, il a quand même, je rappelle quand même qu'il a un gros intérêt, c'est quand même justement cette élasticité des prélèvements obligatoires au PIB, qui montre que, quelque part, il représente quand même assez bien l'assiette sur laquelle on prélève les prélèvements obligatoires. Après, il y a des tas de choses qui ne mesurent pas, en revanche. Merci. J'ai des questions supplémentaires. Monsieur Sabatou. Ah non. Ah, pardon. On se ressemble un peu. Oui, monsieur Mathias Rondeau, excusez-moi. Non, je vous en prie. Je suis désolé. Vous avez dit au Sénat, et vous avez répété ici même, qu'il y avait intervention politique sur les prévisions sur les prévisions du budget affichées par le gouvernement. Oui, c'est vrai. Alors déjà, est-ce que c'est intervention potentielle, probable, systématique? Ça, c'est une question en soi. Et surtout, j'aimerais savoir comment ça se passe très concrètement. C'est-à-dire à quel moment ça se passe entre le budget économique du mois de juillet et le dépôt du projet de loi de finances. Avec qui ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que c'est des réunions entre direction du budget, direction du trésor, ministre, cabinet? Et à partir de quel support? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on va dire sous cas 1, le ministre reçoit une prévision technique de la DB ou de la direction du Trésor et ensuite dit ce chiffre ne me convient pas, on va en afficher un autre, ou est-ce que c'est en amont de la prévision technique qu'on dit on va modifier un petit peu et la prévision technique va afficher un autre chiffre qui va ensuite prospérer? Sur ce sujet, je ne peux parler que de ce que je connais. C'est-à-dire ce que j'ai fait, ce qui remonte quand même il y a 30 ans, et ce que j'ai vu à travers les audits, notamment de 2002 et 2012, qui sont d'ailleurs les seules années pour lesquelles la Cour des comptes a obtenu toutes ces informations et pour lesquelles j'ai obtenu le dossier technique. Parce qu'il y a un gros dossier derrière les budgets économiques. Il y a une centaine de pages de fiches, de notes, etc. Donc c'est les seules années où je les ai vues parce qu'il y avait un changement de politique et donc un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement qui a voulu faire un audit. Bon, ça n'arrive que dans ces années-là. Donc, mon expérience, qui s'est arrêtée en 2015, c'est que la direction du Trésor, autrefois la direction de la prévision, fait en effet son budget technique avec ses budgets économiques en juillet. Ces budgets économiques sont transmis au ministre et à son cabinet, alors au moins avec une note, mais vous les avez vues, ces notes. Voilà. Il y a une note pour le ministre qui est envoyée, disant voilà à quoi on arrive. Le dossier lui-même est envoyé au cabinet, souvent plus ou moins en partie ou pas, enfin, en général il est envoyé. Puis après, ça se passe de manière très informelle. Et ça dépend notamment, je dirais, quasiment de ces problèmes personnels entre le conseiller économique ou le conseiller budgétaire du ministre et le directeur du Trésor et de la prévision. Ça se passe dans leur bureau et le directeur, la personne du cabinet, qui peut être le directeur de cabinet, il dit voilà, donc maintenant on va passer à la phase préparation du PLF en tant que tel et du rapport économique et financier. Bon, je trouve que là, votre prévision de croissance, le ministre trouve qu'elle est peut-être un peu trop pessimiste. Donc, il faudrait peut-être la remonter de 0,203 points. Et puis le déficit, dans ses conséquences, voilà. Et donc, dans le REF. Et ça, c'est vraiment, et c'est interpersonnel et c'est pas formalisé parce que il y a des conseillers qui vont mettre à cœur de prouver à l'administration que le ministre a raison et qu'il a d'excellentes raisons techniques que la prévision de croissance soit un peu plus optimiste. Puis il y en a d'autres qui vont dire c'est comme ça. Le ministre a décidé. Voilà. Donc si on essaye d'objectiver, c'est à partir du moment où on constate un écart entre différentes prévisions techniques et la prévision affichée dans le PLF qu'on peut commencer à creuser et éventuellement interpréter.
C'est ça le sens de... Enfin, au-delà de ce que vous avez observé dans des années passées. Vous pouvez vous poser des questions. Après, ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des problèmes de décalage dans le temps. C'est-à-dire que typiquement, aussi quand même c'est important, typiquement les budgets d'été de la direction du Trésor, ils sont faits en juin-juillet. Donc ils sont finalisés, ça dépend des années, mais disons vers le 14 juillet. La préparation du PLF, elle s'échelonne après entre le 14 juillet et le 14 septembre. Il y a des informations nouvelles qui arrivent. Et donc il y a... Et donc, d'un côté, la direction du Trésor fait des notes, je dirais, alors beaucoup plus légères, hein, qui ne s'appuient pas sur les sociétés, en disant, bon, typiquement l'année dernière, on a des remontées comptables des dépenses des collectivités locales qui sont très inquiétantes et qui laissent entendre qu'elles augmentent bien plus que tout ce qu'on avait prévu. Donc, signale ça au ministre. Et donc après... c'est dans ce dialogue très informel entre le cabinet et la direction qu'on en tient compte ou pas, ou plus ou moins, dans le rapport économique et financier. Mais il y a ça aussi. C'est que le problème, c'est que rien n'est totalement gelé. On parle de prévision, on peut parler de prévision technique, d'une note technique à une date donnée, avec il y a une note qui est datée, que vous les avez eues, ces notes datées. Après, ça peut évoluer après, à la fois techniquement et politiquement. Je peux. Vous avez dit que la Cour des comptes a eu une seule fois accès aux notes techniques. Est-ce qu'il vous paraîtrait de bonne politique qu'elle ait accès systématiquement, au moins pour le rapport de gestion, indépendamment des documents que peut avoir le Haut Conseil des finances publiques par ailleurs? Je pense que si on obligeait l'administration à fournir ses prévisions techniques, elle vous dirait qu'elles n'existent pas. Elle vous fournirait des prévisions techniques qui ressemblent étrangement aux prévisions officielles. Et les prévisions techniques, elles se traduiraient par des notes sans en-tête, non signées. On appelle des notes blanches, j'en ai fait. Rien, totalement. Documents de travail qui n'ont strictement aucune signification. C'est pour ça que je crois pas trop, aussi pour ce genre de raisons, à la possibilité de donner quand même beaucoup plus de pouvoir au Haut Conseil des finances publiques. C'est pour ça que je me range plutôt à la dernière option de Pierre Moscovici. On donne quand même plus d'informations, mais et puis il approuve, on est dans le comply or explain. En revanche, je pense que c'est beaucoup plus possible pour les prévisions de moyen terme. Je pense que l'administration y est prête à externaliser ses prévisions de moyen terme, parce qu'elle sait très bien, elle voit très bien qu'il y a un énorme problème, qui est qu'on a des programmes de stabilité, des lois de programmation avec des objectifs, des programmes structurels à moyen terme, avec des objectifs de déficit public qui n'ont strictement aucun sens à politique inchangée, qui nécessitent des efforts considérables, et je pense qu'elle verrait d'un bon œil que ces travaux techniques soient d'une façon ou d'une autre extériorisés. À N+3, en commençant par N+3. Des questions supplémentaires? Non? Ouais. Moi, je vous écoute, je trouve ça quand même intéressant, mais c'est peut-être parce qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de Bercy, ça libère la parole, je ne sais pas. Mais je serais intéressé de réécouter maintenant, à l'aune de ce que vous nous dites, les auditions de membres actuels de Bercy, parce que la réalité que vous décrivez, elle est un peu différente quand même de ce qu'on a eu depuis le début de cette commission d'enquête. Voilà, il faut réécouter les choses. Et je note aussi, alors vous dites une chose tout à l'heure dans ce que vous avez observé, c'est nécessité très certainement de connaître les prévisions. Là, je parle notamment pour la loi de programmation, j'allais dire à politique constante. Je pense effectivement que ça serait utile de les avoir de façon à se donner un peu plus une opinion et un moyen de contrôle. Ça, c'est aussi ce que j'ai noté quand même dans vos recommandations et qui me semble effectivement très judicieuse. Merci, Monsieur Ecal. C'était vraiment très intéressant, votre audition. Merci.